Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19h glisse de Marc Garcia. Comme tout régulièrement dans le 19h de la place du Hage, on fait un tour d'horizon des résultats sportifs et on va surtout parler ce soir des Paralympiques qui se déroulent du côté de Milan-Cortina tout au long de cette semaine. On vous fait un tour d'horizon justement avec les réactions, également aussi vos questions en direct. Vous pourrez poser vos questions à Marc Garcia et surtout ce soir, on va justement retrouver Marc du côté de Megève. Mais attention, nous avons un invité, n'est-ce pas Marc? Bonsoir. Bonsoir Johan, bonsoir à tous. Content de vous retrouver Johan pour les Paralympiques et j'ai un invité. Je le mettrai comme invité d'honneur. Oui. Alors dites-nous un petit peu, c'est qui alors? On va justement le voir apparaître dans quelques instants. Alors il n'est pas spécialement timide. Alors c'est un autre Johan, Johan Taberlet, un ami de très très longue date. Alors Johan Taberlet, il a un palmarès encore bien plus long que le mien. Il a fait 4 Olympiades, si je ne me trompe pas. Il a été champion du monde des Paralympiques dans la catégorie fauteuil. C'était un jeune qui avait fait le comité du Mont Blanc et puis qui a malheureusement un accident de parapente. Tu me dis si je me trompe, Johan. Et puis après, il est parti dans la catégorie des Paralympiques et moi je le connais depuis très longtemps parce que son oncle a été mon préparateur physique en équipe de France de ski alpin. Donc on s'est rapprochés mutuellement. Johan, il a un palmarès énorme, 4 Olympiades, des titres de champion du monde, de Coupe du Monde. Que dire encore? Il est le seul délégué FIS. Donc la Fédération internationale de ski alpin a obligatoirement dans une organisation qu'on appelle un délégué FIS. Il est mandaté par la Fédération internationale pour faire respecter les réglementations avec un comité de course, avec des organisations, avec des soucis de sécurité. Et c'est lui qui gère une compétition internationale, homme ou femme, et c'est le premier délégué FIS paralympique, et c'est le seul au monde. Et il est de Morzine. Ah, Salut oui. Johan. Salut, bonjour à tous. Bonsoir à tous. Merci Johan de nous avoir été avec nous. Et Johan, voilà, on s'entend bien. Et Johan, justement à l'honneur ce soir, donc dans le 19h10 avec Marc, on va justement parler de ces Paralympiques qui se déroulent en ce moment même avec je crois, un total de 7 médailles en cette journée de ce mardi. Oui, on vit écoutez, des Paralympiques qui sont extraordinaires. Alors extraordinaires sur plusieurs points. Déjà au niveau de la météo, on a une très belle météo jusqu'à maintenant, avec toutes les épreuves de vitesse sur l'alpin qui ont été finies et soldées aujourd'hui. C'est des magnifiques jeux aussi parce que nos Français répondent présents. Et c'est des magnifiques jeux parce que le niveau est juste incroyable, que ce soit sur le ski de fond que je suis plus particulièrement et le ski alpin et le snowboard où on a des Français engagés. Voilà, une belle réussite déjà pour ce palmarès 2026. C'est pas encore fini, il y a eu encore pas mal de compétitions dans les prochains jours. Hein. Oui, alors là on a fini là sur les épreuves alpines le bloc de vitesse. On a une jeune Aurélie Richard qui fait 2 médailles d'argent, qui fait 3 médailles d'argent du coup avec celle d'aujourd'hui, qui ramène l'argent en descente en super G et en super combiné. Derrière, on a les garçons debout qui sont un petit peu en difficulté. Ça a pas, en tout cas, ça a pas fait comme ce qui était prévu. Arthur Bochet passe sport au Super G. Il s'est fracturé le ligament interne du pouce hier. Et du coup, il a pris quand même ce matin le départ du super combiné alors que les médecins de Cortina lui avaient déconseillé. Mais bon, il a bien fait quand même de forcer le destin puisqu'aujourd'hui, il nous ramène la 2e médaille d'or pour l'équipe de France puisqu'il remporte cette épreuve, tout comme alors la 2e puisque la première c'était Cécile Hernandez qui nous a ramené de l'or aussi sur le snowboard cross avant-hier. Voilà, bravo à eux. Marc, une petite question à Johan. Alors Johan, il fait partie, hors antenne tout à l'heure, je vais poser des questions. Donc il fait partie de la structure internationale imposée par le CIO, c'est-à-dire que l'ensemble
des gens qui sont responsables des compétitions. Lui, il s'occupe spécifiquement, tu me l'as dit tout à l'heure, Johan, comment on appelle ça, du contrôle vidéo, c'est ça? Oui, aujourd'hui, là, je suis jury sur le contrôle vidéo, ouais, des courses. Voilà. Et ça veut dire que en termes de jury, tu risques de basculer sur un autre poste? Non, parce que c'est assez spécifique et ça demandait un petit peu une formation pour utiliser un petit peu les outils informatiques à notre disposition. Donc moi, je vais faire toutes les épreuves alpines sur le contrôle vidéo. Alors, Johan, place du village, parce que du coup, il va falloir que j'arrive à gérer les deux. Johan, il était aujourd'hui en contrôle sur les épreuves du combiné avec le super géant et le slalom, mais on disait tout à l'heure que la particularité, c'est que les Italiens, aujourd'hui, dans la catégorie des non-voyants, il a dû contrôler les Italiens parce que il y a une réglementation. Tu nous en expliques un petit peu? Alors bon, il y a beaucoup d'aspects réglementaires, mais là, en l'occurrence, il y a eu un fait de course, c'est que le guide du malvoyant qui est devant l'athlète doit passer toutes les portes et ne doit pas être à plus de 4 portes de son athlète. Et puis, alors c'est très difficile pour eux de juger un peu cette distance. Là, ils jouaient la gagne, parce qu'ils avaient gagné la manche de Super G. Et du coup, il y avait un peu de tension. Et au plein milieu du tracé, le guide est parti un petit peu, et il est parti. Et puis, quand on est sur le bord de la piste, les autres jurys avaient le doute, et du coup m'ont demandé à moi de faire un contrôle vidéo sur la distance entre l'athlète et le guide, sachant que si la distance est à plus de 4 portes, c'est la disqualification de l'athlète. Et là, il était à 3 portes et demie bien tassées d'écart, sachant qu'ils ont gagné l'épreuve et qu'ils sont champions paralympiques aujourd'hui de super combiné, quoi. Donc il faut rester quand même assez lucide, concentré et arriver à retrouver ses petits là pour pas dire n'importe quoi et voilà, prendre les bonnes décisions au bon moment. C'est tout le métier d'ailleurs d'un DT-FIS, c'est qu'il faut toujours être dans la réaction rapide avec une connaissance du règlement assez pointue pour justement qu'il y ait cette réactivité là. Voilà pour oui, Marc. Non, vous l'avez écouté, c'est intéressant parce que c'est tout des règlements qu'on connaît pas spécialement et qui font partie intégrale de ces Paralympiques, parce que c'est quand même, vous avez vu qu'il y a aussi différentes catégories avec des handicaps, avec des corrections de temps, et ça aussi, c'est aussi compliqué à comprendre. Mais cette réglementation-là spécifique à l'alpin, ça joue à peu de choses. Et je disais à Johan, tu te rends compte que si le mec il est à 4 portes, il est disqualifié, tu es en Italie, j'imagine que ça va pas être simple. Non, c'est sûr, mais bon, après tout le monde est au courant du règlement et puis nous on est là juste pour vérifier que tout se passe bien. Alors comme tu le disais Marc, le rôle de notre rôle de délégué de la FIS sur ces courses, comme les coupes du monde ou les autres courses qu'on peut faire durant l'hiver, l'idée c'est qu'on est en charge de l'équité de la course, donc il faut qu'on s'assure que le côté administratif de la course soit correct. Les tirages au sort, la piste, qu'elle soit bien homologuée, etc. Et puis on a l'aspect effectivement de tout ce qui est sécurité autour de l'athlète, donc du revêtement de la piste, comment elle est équipée en termes de filets, en fonction des disciplines, etc. Et du coup on est quand même responsable pénal de ça. Donc quoi qu'il arrive sur la course, c'est le délégué FIS qui ramasse. Donc voilà, on est là aussi pour faire appliquer les règles et si elles existent, c'est surtout d'un point de vue sécurité. Alors, moi je connais les histoires de Johan aux États-Unis il y a très longtemps à Spain sur un délégué FIS un peu cow-boy. On connaît l'histoire tous les deux. Le mec, il n'y avait pas défilé, tout ça, il vous avait envoyé, rappelle-toi Johan. Bien sûr. Et Johan était sorti, c'était dangereux. Mais moi aujourd'hui, j'ai une question sur Cortina, Johan, c'est que toi, spécifiquement, tu as fait 4 Olympiades dans ce qu'on appelle dans les chaises, dans ces fauteuils. Oui. J'ai trouvé que les tracés
qui pouvait être adapté pour les autres handicaps on a vu un nombre de mecs se mettre des tartes en fauteuil et j'avais l'impression que la piste était un peu trop épaissie pour la catégorie dont toi tu as participé pendant tant d'années. Ben, en fait, alors c'est un sujet qui est, alors on n'est pas beaucoup dans le monde à avoir un niveau pour accéder à ces courses déjà. Ça c'est clair. Mais quand on prend les 15-20 meilleurs mondiaux des disciplines du ski assis, par exemple, ils nous ont fait un spectacle, mais de dingue. Et eux sont pas tombés. Et eux nous ont proposé du vrai ski et du vrai beau ski. Et je trouve que justement, c'est montrer à la face du monde que c'est pas parce qu'on est en fauteuil ski qu'on peut pas aller skier sur des pistes qui sont les pistes valides, hein, et on skie beaucoup sur la Coupe du Monde femmes. Mais après, je te rejoins aussi sur un peu la fin de course, on va dire, où c'est des gens qui ont moins l'habitude, qui ont moins de niveau, c'est clair, hein, faut pas se voiler la face, et qui au final peut aussi montrer cette image de se dire ouais, mais attends, les mecs, ils se balancent dans des trucs, ça tombe, ça sort. Donc c'est difficile, hein, aussi de trouver des sites et des choses, parce que le spectacle il est tellement beau sur ceux qui sont les meilleurs du monde dans chaque catégorie, c'est juste incroyable. Mais, mais ma question elle est un peu plus précise, Johan, c'est que vous la particularité dans vos fauteuils, c'est quand même différent de ce que l'on voit avec les autres handicaps. Tu es d'accord avec moi? Et est-ce que l'idée d'avoir une forme de tracé, une évolution différente, peut-être l'avenir des Paralympiques sur la catégorie fauteuil? Non, je pense pas. Franchement, je pense que le format, en tous les cas, aujourd'hui, il est pas mal. Après, il faut qu'on. Je pense que c'est juste qu'il faut que l'idée quand même du paralympisme, c'est vraiment de dire on a le même matériel, on est sur les mêmes normes, on a les mêmes pistes et on fait exactement la même chose. Alors après, ben, si on met un valide à côté de notre performance, certainement qu'il sera devant puisqu'il a d'autres atouts physiques qui va l'aider à aller plus vite, hein. Mais je pense qu'il sera pas non plus des années-lumière devant. Et l'idée, c'est aussi de faire vivre, enfin de faire connaître et de donner envie aux gens d'aller faire du ski, pas forcément de la compétition. Donc c'est pour ça que de montrer du très haut niveau, moi je pense que c'est quand même bien et ça permet, en tout cas, tous les 4 ans, on a cette fenêtre où on peut parler du sport, du parasport et du paralympisme avec les sports type biathlon, ski alpin, etc., etc. En tout cas, Voilà. moi, je Alors, on a pense une que chance. on serait encore mis de côté, si tu veux, Marc. D'accord. Ok. Moi, je pense qu'il faut arrêter de sectoriser et faut qu'on arrive à tous se mélanger et à se dire, mais regarde, moi, tu vois, mon plus gros rêve demain, c'est que l'ESF, par exemple, t'arrives avec ton fauteuil, t'arrives avec une classification, et tu dis, bah moi, je suis classé dans telle classification, et puis que l'ESF prenne ton temps à la flèche et que tu puisses participer comme avec tes enfants ou avec ta famille ou avec les autres à une flèche dans une station X ou Y. Là, tu vois, on serait vraiment dans un mouvement d'acceptation de chacun, et puis avec leurs différences, et puis voilà, tout le monde peut faire. Parce qu'en plus, on a les outils pour le faire. D'accord. D'accord. Et tu penses que ça peut être une option, en tout cas une orientation à venir pour les Paralympiques? En tout cas, ou pour ceux qui veulent pratiquer au quotidien? Bah, ce serait génial. Ce serait génial. L'idée, c'est que une flèche, elle est faite pour tout le monde. Elle est faite Ouais. pour tout le monde Ouais. ou elle est pas faite pour tout le monde? Non, non, on est d'accord. On est d'accord. Bah, aujourd'hui, elle est pas faite pour tout le monde. Donc demain, oui, j'espère qu'elle sera faite pour tout le monde.
Johan, vous avez des questions pour l'autre Johan? Oui, je pense que j'ai une question personnelle. Comment justement l'évolution au niveau des médias est quand même plus important par rapport à avant. Les Paralympiques, on voyait pas trop en télévision. Est-ce que justement, si vous êtes satisfait par rapport à l'évolution de la diffusion de ces jeux qu'avant, voilà, on pouvait pas y voir. Il fallait peut-être même des fois payer une chaîne de télévision pour pouvoir y voir. Et là, c'est carrément sur des chaînes publiques. Est-ce que vous trouvez que les médias jouent le jeu également par rapport, surtout les médias publics, jouent le jeu par rapport à ces Paralympiques? Je pense que depuis Londres, qui était en 2008, je trouve qu'il y a eu un vrai pas de passé. Et plus ça va, plus France Télévisions est partenaire des Jeux paralympiques, que ce soit d'hiver ou d'été. On l'a vu avec Paris 2024, ça a été extraordinaire. Là aussi, sur ces Paralympiques, on a une belle médiatisation. Et ça, je pense que tous les 4 ans, aujourd'hui, on a quand même une belle médiatisation. On a quelque chose qui tient la route, puisque, pareil, je trouve qu'on l'information et tout ce qui est diffusé, tout ce qui est proposé sur France Télé aujourd'hui est du même acabit que les Jeux Olympiques qu'on a vécu il y a 15 jours en arrière. Après, moi, ce que je trouve dommage, et là où j'ai vraiment pris une grosse claque, c'est après Paris 2024, où beaucoup de partenaires se sont arrêtés, sont partis, et j'ai trouvé qu'il n'y avait pas ce rythme de suivi encore. Si je peux me permettre, c'est de se dire, il y a des sports. Moi, je pense au tir à l'arc, par exemple, à Paris 2024, qui a fait un carton au niveau médiatique, au niveau audience. Et puis aujourd'hui, on n'en entend plus parler depuis que les Jeux sont terminés, quoi. Alors que je trouve que ça vaudrait le coup d'aller un peu sur les Coupes du Monde ou de suivre un petit peu des disciplines, en tout cas, faudra commencer par quelque chose. Alors autant prendre des disciplines qui ont plu et où il y a eu vraiment beaucoup de gens derrière ces disciplines pour peut-être diffuser des Coupes du Monde. Mais tu sais, le ski, c'est comme le ski valide olympique. Sur les chaînes publiques, on les voit tous les 4 ans au final. Ça, c'est beaucoup les chaînes privées qui, comme l'équipe, c'est une chaîne gratuite sur la TNT, et puis Eurosport, une chaîne plutôt payante, qui diffuse ce genre de compétition. Et voudrait justement que France Télévisions justement met en avant. Mais on n'est pas un pays de sportifs. Il faut arrêter de se voiler la face aussi. En fait, c'est là le premier des problèmes. Mais d'un autre côté, si on diffuse pas publiquement les choses qui existent, les valeurs, parce que les valeurs du sport, on en parle rarement en fait sur les chaînes publiques, à part on va parler du foot, on va parler du vélo, mais c'est pas moi ce que j'aimerais, c'est qu'on transmette tous ces messages un petit peu là en diffusant sur des chaînes publiques des épreuves paralympiques ou pas d'ailleurs. Il y a d'autres sports même chez les Olympiques qui plaisent. Je pense là comme ça au kayak, par exemple, à ces genres de sports où les gens peuvent en avoir assez facilement accessibles et qui pour finir ne sont jamais montrés publiquement, à part tous les 4 ans. Donc en fait, le sujet paralympique et support médiatique, aujourd'hui en France, on en vient à se demander, en fait, c'est là où il va falloir qu'on se pose la bonne question, c'est de dire, est-ce qu'on diffuse assez de sport aujourd'hui, tout court, sur nos chaînes publiques en France? Parce que c'est souvent les mêmes sports qui sont diffusés. Excusez-moi. Mais si t'enlèves le foot, le rugby, le tennis, et le vélo. Encore à l'époque, il y avait Laure Manodou, les Manodou, qui faisaient encore pas mal diffuser de natation. Mais moi, quand j'étais gamin, quand il y a 30 ans en arrière, on avait du ski, on avait de la natation, il y en avait plein de sports à la télé, on était nourris un petit peu à ça. Et puis, tu vois, le patinage aussi, le patinage artistique, il y en avait tous les week-ends, tous les soirs bientôt, c'était, voilà. Et là, aujourd'hui, c'est plus la même.
Est-ce que c'est le coût de diffusion? Parce que bon, mais la technologie a quand même énormément progressé, hein, avec on voit les images vraiment en 4K, enfin ouais, vraiment des images superbes qu'on a pu voir pendant les JO. Hein. Est-ce que c'est le coût de diffusion ou est-ce que c'est le manque justement de partenaires pour pouvoir diffuser ça? Ou est-ce que c'est voilà, c'est peut-être le budget de France Télévisions qui a été pas mal réduit, qui va être encore réduit dans les années qui arrivent malheureusement? Est-ce que ça vient de ça aussi également? Bah, pas que. Le budget, c'est sûr, ça en fait partie. Mais pour moi, la première des raisons, elle est plutôt politique. Mmh. Et qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui pour notre jeunesse de demain? Leur montrer à la télé. Donc après, tu leur montres des téléréalités, tu leur montres. Alors je pense qu'il faut de tout pour faire un monde. Mais en tout cas, il y a plus de sport à la télé. Et moi, je sais que mes gamins, je les autorise de regarder la télé essentiellement pour regarder du sport. Mais heureusement qu'on est équipé et qu'on paye une fortune certaines chaînes pour leur montrer du sport. Hein. Oui, enfin c'est beaucoup diffusé sur les chaînes payantes, hein, c'est ce que je dis. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est pour ça. Du coup, tu mets une fortune pour avoir des chaînes pour voir du sport. Quoi. Alors bon, effectivement, il y a l'équipe 21 qui fait, qui a pris un biais, mais la preuve c'est que ça marche. C'est que l'équipe 21 qui diffuse des sports qui ne sont pas du tout diffusés Ailleurs. sur nos chaînes publiques. La chaîne, elle marche très bien, il n'y a aucun problème. Donc l'histoire du coup, si tu veux, est un peu, c'est peut-être une fausse excuse. Je pense qu'il y a une vraie volonté politique à avoir pour savoir qu'est-ce qu'on veut montrer à nos jeunes et aux nos moins jeunes du coup, et comment on veut les éduquer en fait. Quand tu vas dans des pays un peu anglo-saxons et surtout aux États-Unis, etc., où tous les lycéens ont des clubs, etc., c'est de faire partie du club, t'es dans l'élite du lycée, etc. Enfin, je trouve ça, voilà, on pousse des jeunes à avoir ces valeurs sportives depuis le plus jeune âge. Et voilà, il n'y a rien de plus beau et il n'y a rien de plus formateur que le sport. En tout cas, c'est mon avis. Johan, moi, je vais compléter ce que dit l'autre Johan, c'est que il y a aussi les Scandinaves. Nous, il y a un dilemme entre l'éducation nationale et le ministère des Sports. On est bien d'accord entre nous, c'est que en scolarité aujourd'hui, il y a quasiment de moins en moins de sport. Dans les pays scandinaves, où tu as parlé des États-Unis, les pays scandinaves, dès la maternelle et autres, ils font le matin peut-être un peu des études ou en tout cas des activités, on va dire plutôt studieuses, et les après-midi, c'est essentiellement destiné au sport. Nous, on en est bien loin de tout ça. Pourquoi valide ou pas valide? Bien sûr. Non, mais je te dis, d'un point de vue général, on est très mauvais. Il faut arrêter de dire qu'on est un pays de sportifs. Alors, ok, super, on a des gros sportifs et des grands sportifs en France qui nous ont fait rêver pendant Paris 2024, qui nous font rêver pendant les Paralympiques. Oui, ok, on a des grands champions, mais la réserve quand même s'affaiblit de tous les côtés, entre guillemets, et je pense que ça ferait du bien un petit peu. Quand je vois dans le monde dans lequel on vit actuellement, moi j'ai des enfants bas âge. C'est la plus belle chose que je peux leur offrir, je pense, c'est de pratiquer un sport, d'aller en club, quel qu'il soit, et de s'éclater dans sa pratique, parce que c'est la plus belle des écoles, honnêtement. Tu sais, pourquoi je dis ça? Parce que dans le sport, c'est une vie d'échec. C'est très rare, et en fait, c'est l'exception, les sportifs qui vont tout le temps gagner. Des Kylian Mbappé, enfin, on peut en prendre plein, des comme ça, c'est quand même l'exception qui confirme la règle. La règle commune, c'est que c'est une vie d'échec. C'est une vie où tous les jours, il faut se remettre en question pour s'améliorer le lendemain. Et on réessaye, on se relève, et on reprend un échec. Moi, j'ai mis 11 ans avant d'avoir ma première victoire, mais c'est aussi ça, c'est quand la victoire, elle arrive, c'est là où elle est bonne, puisque tu dis, j'ai passé 11 ans de ma vie à la chercher, cette victoire. Mais voilà pourquoi le sport est important et voilà pourquoi nos enfants doivent tous faire du sport et même nous, je dis nos enfants, mais on devrait tous pratiquer une activité sportive qui nous plaît et que ce soit franchement, que ce soit de la pétanque ou de la course à pied, du trail. En ce moment, il y a le vent du trail là qui plane de partout, etc. Faites du sport et amusez-vous là-dedans parce que c'est la vie et c'est la vraie vie.
Justement, on parle de trail, c'est vrai, voilà, comme vous dites, hein, on en voit de partout, des compétitions, il y en a dans toutes les villes et même des fois les petits villages en organisent, notamment chez nous. Justement, est-ce que vous trouvez c'est bien justement que les gens, maintenant, bah, on voit de plus en plus de gens faire du sport, on voit sur les réseaux, en story, hein, même moi personnellement, je vois des gens avant qui faisaient pas du tout de sport, ils sont mis à courir, à faire, à s'inscrire dans les salles, à participer également à des compétitions. Le sport a beaucoup progressé, surtout depuis le Covid, j'ai remarqué depuis 6 ans. Alors heureusement que oui, il y a une certaine vague hein, d'amour du trail, de la montagne, de la nature, des ultra trails, il y en a de plus en plus, etc. Mais non, mais après ça, moi je pense que oui, il y a peut-être de plus en plus de gens, mais heureusement qu'on a nos clubs, mais que nos clubs qu'on leur foute la paix et qu'on leur donne les moyens aussi de faire vivre tout ça. Et en fait, on les fait mourir tous un par un. Le budget de l'État au niveau du sport diminue, etc. Et on veut avoir des champions, et on veut avoir ci, et on veut avoir ça. C'est là où je suis en colère après Paris 2024. Parce que l'héritage, au final, il n'y en a pas. Alors qu'il y aurait pu en avoir un tellement beau, tellement quelque chose qui se lance et qui part. Aujourd'hui, ça s'est tout effrité, il n'y a plus rien. Et alors, il n'y a plus rien. On peut pas être radical comme ça, mais il y a quand même, on a quand même perdu beaucoup et c'est bien dommage. Et vous trouvez que Je suis d'accord avec toi. en 2 ans, c'est tout retombé après les JO. Vous trouvez que l'euphorie et tout, vous trouvez que ça s'est vraiment vite retombé en Ouais. 2 ans. Autour des jeux, ça c'est sûr. Et puis en termes d'héritage dans les écoles, etc. Alors il y a peut-être des bribes hein, de certaines choses comme ça qui se font encore sur ce petit socle des Jeux paralympiques qui était un énorme socle. Hein. En fait, c'est là où la déception elle est grosse, c'est que on a fait un truc prêt à faire boum, mais en fait ça fait petit. Parce que les entreprises se sont désengagées, etc. Et en fait, tu te dis, ben, on a été encore mais naïfs de croire que ça allait fonctionner, qu'on allait partir dans une nouvelle dynamique. Et moi, je me bats presque tous les jours sur les réseaux sociaux à faire des petits directs, à tenir au courant les gens, etc. Qui marchent plutôt pas mal parce que ben, les gens ont de l'appétence malgré tout. Et effectivement, il y a plusieurs médias aujourd'hui, plusieurs technologies, et voilà, moi je pense que ça va finir par prendre, mais c'est dommage d'avoir passé autant d'énergie pendant 10 ans à préparer ces Jeux de Paris avec tout cet héritage qui aurait pu être génial et qui est retombé à l'eau. Et quand on voit un petit peu 2030, les difficultés du dossier à se mettre en route, c'est voilà, à la limite ça m'étonne même pas. Malheureusement en fait, tristement ça ne m'étonne pas en fait. Vous n'êtes pas trop étonné justement Johan, Oui. moi j'ai une question, Johan, le champion paralympique, c'est que ces Jeux olympiques, tu parles de 2024, en dehors du fait que au niveau de la transmission et au niveau des clubs, la pratique, ben, c'est plus ou moins effondré, mais est-ce que réellement ces Jeux olympiques avec les médias que l'on a aujourd'hui, depuis, rappelle-toi, l'un des tout premiers qu'on avait allé en France dans le domaine du ski, il y avait Patrick Naff avant toi. Je pense que tu t'en rappelles, hein, Patrick. Ouais, bien sûr. Évidemment. Mais à l'époque, il y avait absolument rien de connu. Même François, quand tu as commencé, je me souviens, il y avait que dalle. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce que tout ce qu'on est en train de décrire aujourd'hui, le fait d'avoir ces Paralympiques au niveau des médias sur l'été, mais aussi sur l'hiver, est-ce que réellement il y a une incidence sur la vision que l'on a et l'aide que l'on a sur le handicap dans la vie courante? Ben, malheureusement non. Je pense que là aujourd'hui, c'est pas. En tout cas, c'est pas la médiatisation qui va nous amener des moyens d'amélioration de l'accessibilité chez nous. Toi, par exemple, toi qui es essentiellement en fauteuil, est-ce que réellement il y a une évolution exceptionnelle dans le domaine de l'accessibilité, du transport et autres? Mais non, mais tu vois, nous, on a un problème en France. Par exemple, Paris 24, et ça a été un slogan fort
du COJOP de l'époque de dire on va rendre ce métro parisien accessible. Et puis en fait, ça a strictement rien changé au métro parisien. Alors, Paris 2024, ça n'a absolument rien amélioré de ce côté-là. Et quand on parle avec certains politiques de haut niveau, ils vont dire ah mais tu te rends pas compte, c'est compliqué, c'est un vieux métro, etc. Londres en 2008, ils ont fait. Et aujourd'hui, tu vas à Londres, tout le métro est accessible et le métro est encore plus vieux que celui de Paris. Donc c'est vraiment un problème, si tu veux, de politique, mais à haut niveau, encore une fois. Et si on n'a pas envie, ben on fait pas. Et puis voilà. Et en fait, bah nous, on n'a pas envie de nous intégrer, on n'a pas envie. Moi, c'est le sentiment que j'en ai, c'est que les gens, ils ont pas envie de nous intégrer. Non, mais que ce soit dans le privé, dans le public, ça leur passe à des années-lumière. C'est un truc de seconde zone. On fait partie d'une minorité. Et tu vois, cette minorité du handicap, je l'ai pas ressenti du tout aux États-Unis quand j'ai fait mon petit périple de 3 semaines dans l'Ouest américain. J'étais un citoyen comme tout le monde. Je ne cherchais pas l'accessibilité, puisqu'en fait, tout était signalé et fait pour pas se poser la question de est-ce que c'est accessible ou pas accessible. Et quand je suis rentré en France, là, tu sens que tu fais partie d'une minorité qui est pas considérée. Mais à savoir que les femmes étaient aussi une minorité, que les jeunes étaient une minorité. Et puis tu vois, il y a eu mai 68, les jeunes se sont rebellés, ils ont fait leur révolution, ils ont acquis des droits. Les femmes ont fait leur révolution, elles ont acquis des droits. Aujourd'hui, c'est peut-être aussi à nous, personnes en situation de handicap, de se rebeller un petit peu, puis de faire un petit peu notre révolution pour aussi acquérir des droits. Ce serait peut-être pas mal. Je lance l'idée. Ouais, très bonne. Bah oui, et l'idée est lancée, on verra si dans les années prochaines ça va se concrétiser. Écoute, voilà, après, je pense qu'on a tous été, nous sportifs, je parle le mouvement sportif et les sportifs à l'intérieur de ce mouvement-là, qui ont eu un petit peu les médias un petit peu avec eux, etc. Je pense qu'on a été un peu naïfs sur tout ça. Ça fait des années qu'on y croit sans y croire et qu'on essaye d'y aller doucement sans brusquer un petit peu les choses ou sans vouloir braquer quoi que ce soit. Mais à un moment donné, il va peut-être falloir qu'on soit un petit peu plus lucide et puis qu'on se dise attends, c'est pas normal. Aujourd'hui, il y a des choses, je trouve complètement folles et j'ai pas d'idée là tout de suite qui me vient en tête, mais peut-être que ça viendra avant la fin. Mais je pourrais te citer des exemples de moments de vie où toi, tu vas dire, mais oui, non, mais c'est pas normal. Mais aujourd'hui, il y a des choses, c'est totalement inadmissible. Pour être un peu vulgaire, c'est du foutage de gueule. Tu vois. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Au moins, c'est dit. Mais bon, ceci dit, gardons quand même l'aspect positif, puisque il y a le mouvement est quand même, on est quand même bien mieux qu'il y a 30 ans en arrière. Effectivement, Marc, que quand moi j'ai commencé, on en était loin de tout ça. Aujourd'hui, on a quand même bien avancé, mais voilà, on en veut toujours plus. Tu vas me dire, mais je crois que c'est pas demander de la lune d'être un petit peu voilà comme tout le monde. Après, moi, ce que je regarde aujourd'hui, tu vois, je m'éclate aux Jeux paralympiques. Je vois des vraies courses de très haut niveau avec des athlètes qui s'entraînent 300 jours dans l'année et qui mettent toute leur vie dans cette passion et pour devenir le meilleur mondial. Et quand on voit les courses qu'on a vécues là depuis ce début de semaine, c'est juste incroyable. Moi, Arthur aujourd'hui, il m'a fait chialer. Je me suis dit mais j'ai eu l'alarme qui est sortie parce que c'est tellement de travail, c'est tellement de et puis la chance qu'il faut la provoquer et puis là ça l'a fait aujourd'hui. Écoute, tant mieux et puis on la prend cette médaille, elle fait du bien. Ouais. C'est vrai. 7 médailles au compteur pour l'instant pour ces Paralympiques. C'est quand même pas mal. Et c'est combien les nombres de médailles à battre?
Alors nous, on avait, je crois, sans trahir le CPSF avec l'Agence nationale du sport, était parti sur 12 médailles, sans préciser plus que ça le nombre de médailles d'or, mais voilà, on était sur, en tout cas, toute l'équipe paralympique aujourd'hui est engagée et toute médaillable. C'est des gens qui ont fait des podiums et des victoires en Coupe du Monde dans leur discipline. Donc aujourd'hui, ils sont vraiment tous médaillables. Et aujourd'hui, on en a 7. Mais sur les 7, pas tous en ont fait, loin de là. Donc, on a bon espoir que les épreuves techniques soient... De toute façon, les épreuves techniques en alpin sera un petit peu plus à notre avantage. Sur les biathlètes aussi, c'est des courses qui vont arriver, qui seront un petit peu plus favorables pour nous. Donc, on espère qu'on va bien finir cette quinzaine paralympique. Voilà, Marc, une dernière question, Marc? Non, moi je reviens sur l'alarme, moi je l'ai eu aussi, tout comme toi. Johan, j'ai aussi une larme particulière pour notre ami en ski de fond, parce que là aussi, Benjamin. Tu sais, c'est un mec, il a eu son accident, il a été dans le dur, il a broyé du noir, et ce qui l'a sauvé, ce qui l'a permis de se reconstruire, c'est d'aller sur le biathlon, sur le parabiathlon. Il a eu une très belle carrière, il a eu énormément de titres, Benjamin. Et puis il a eu ce projet de vie, justement, il y a 5 ans en arrière, de faire une double carrière, parce qu'il s'est mis à l'aviron avec Perle Bourg, pour faire Paris 2024. Donc pendant 4 ans, ils ont travaillé leur duo, leur couple dans l'aviron pour se sélectionner aux Jeux, chose qu'ils ont fait. La médaille était pas loin, mais ils l'ont pas eu, mais elle était pas loin. Et pour finir, il revient au biathlon. Enfin, ça a été un projet de vie, c'est énorme. Quand tu as une famille, des enfants, etc., les gens s'imaginent peut-être pas, mais c'est quand même beaucoup de travail. Et puis là, sur ces débuts de Paralympiade, et ça, pareil, ça a pas fonctionné comme ça devait fonctionner. Il revenait bredouille avec des 8 et 9e places là sur les premières épreuves. Et là aujourd'hui, de ramener une médaille qui est pas dans sa discipline, parce qu'il est pas très à l'aise en classique, il aime pas trop ça. Et il est plutôt meilleur sur de la longue distance. Et puis là, il est quand même médaillé de bronze sur le sprint classique. C'est juste, ouais, ça fait du bien. Puis ça va leur faire du bien un petit peu au biathlon. Ça débloque un petit peu ça débloque les compteurs là-bas. Donc voilà. Après, on leur fait des gros bisous parce qu'ils sont loin de nous, mais on n'en pense pas moins. On les suit et on pense à eux tous les jours. Ouais. Voilà. Marc, une dernière question? Non, est-ce qu'on a des questions d'auditeurs, Johan? Non, du tout. On n'a pas de questions, mais on nous écoute. On a pas mal de j'aime. Donc bon, apparemment, les gens écoutent beaucoup, justement. C'est qu'on est très très clair, les gars. Non. C'est super. Non, mais voilà. Après, je veux aussi garder une note positive pour ce soir. On a une belle équipe de France. Ça, voilà, ça roule, l'ambiance est géniale, le temps est magnifique. Voilà, on vit quand même des super jeux, et j'espère que les gens sont justement aussi derrière leur télé, parce qu'il y a ça aussi très important qui va compter. C'est que plus il y aura de gens derrière la chaîne de France 2 ou France 3, plus ça va nous servir dans notre mouvement aussi. Et voilà, j'espère que les gens se régalent en tous les cas de regarder ces sports, parce que la performance est incroyable, et comme quoi tout est possible. Voilà, un beau message, merci. Ouais. Marc, sincèrement des belles émotions, parce que au travers de ça, c'est vrai que ce côté, alors on est tous nous, en tout cas nous dans les valides, Johan, tu sais très bien, c'est que le côté, quand on voit ils se plaignent pas, en plus ils ont beaucoup d'humour entre eux, entre les différents handicaps, ça c'est vraiment une particularité des Paralympiques. Ils ont beaucoup d'humour entre eux, ils plaisantent beaucoup avec leurs différents handicaps, et surtout de voir ces femmes et ces hommes avec toute la souffrance, dont on va dire quasiment au quotidien, en tout cas les difficultés du quotidien, qui se plaignent pas, qui ont plutôt la banane, et qui encore une fois, le sport leur a permis d'être eux-mêmes. Johan, tu en es l'exemple frappant. Je pense que sans le sport,
après ce que tu as vécu, tu as pu t'investir dans le domaine du paralympique et d'être aujourd'hui comme tu es, tu as une famille, tu as des enfants. C'est magnifique. Tu t'investis à Morzine au niveau des sports. Alors j'ai entendu tout à l'heure, pour la petite anecdote, que les pingouins étaient, je sais pas Oui, quoi, je me suis dit, oh, il doit être monstre content. Je me c'est suis cool. dit, Ils sont sélectionnés sur les playoffs. C'est top. Voilà. Mais voilà. c'est un club super important, tu vois, à Morzine, le hockey, hein, il y a 350 licenciés, c'est un club qui tourne fort, les jeunes, ils s'éclatent là-dedans, mais allez-y, quoi, enfin, faites du sport, vivre des choses en club aussi, c'est magique, et voilà, c'est la famille du sport, c'est top. Alors, Voilà. la question, moi j'ai vu, je vois à la télé, tout comme toi, le curling, avec des mecs dans les fauteuils, on voit le hockey sur glace. Évidemment, on espère que on puisse densifier. Alors évidemment, c'est la pratique, c'est l'accessibilité, comme tu l'as dit tout à l'heure, nous en France, pour essayer non pas être que dans certains domaines des Paralympiques d'hiver, mais de pouvoir offrir d'autres objectifs ou d'autres opportunités suivant le talent de certains athlètes. Ça reste encore une fois des décisions politiques, on est bien d'accord. Restons positifs, parce que ces Jeux Olympiques, on a quand même des belles médailles, mais il y a moyen de s'interroger quand même un petit peu. Oui, et puis malgré tout, 2030 arrivera, les épreuves, elles auront lieu, les jeux seront super. Je reviens un peu là-dessus, c'est que je suis un petit peu pessimiste sur l'aspect héritage de ces jeux, dans le sens large des choses. Après, je sais on fera des jeux magnifiques on a tout le savoir-faire sur le territoire et dans nos montagnes pour faire des courses. On les fait déjà. On a déjà fait des championnats du monde, on fait des coupes du monde, etc. De tout ce qu'on veut. Le savoir-faire d'organisation d'événements internationaux en France, on sait faire et on sait très bien faire. Et donc ces jeux seront magnifiques. La montagne parlera à nous et aux jeunes d'avoir des idées pour faire que ces jeux de 2030 ne soient pas un cheat, mais qu'on essaye d'inculquer quelque chose dans un mouvement et que ça nous fasse tous grandir au final et puis donner un avenir aussi à nos enfants un petit peu plus joyeux. Voilà. Johan, Voilà. moi Oui. j'ai une dernière question pour le grand Oui. Johan. Johan, je crois que de mémoire, tu as fait 4 Olympiades, si je ne me trompe pas. Oui. Qu'est-ce qui te reste qu'est-ce qui te reste en mémoire, malgré que tu étais parmi les favoris, hein, on va pas se cacher entre nous, à l'époque, tu n'as pas pu avoir les médailles. Qu'est-ce qui te reste en tant que paralympique de ces Jeux Olympiques que tu as eu la chance de faire pendant 4 éditions? Ben écoute, une Paralympiade, on sait ce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, beaucoup de sacrifices. J'en ai fait 4, j'ai eu la chance d'en vivre 4, mais à la fois, je me suis donné les moyens de vivre ces chances-là. Ce que j'en retiens, moi, c'est pas plus que ça le résultat, je retiens le chemin, les gens que j'ai croisés, les milieux que j'ai pu côtoyer, les coins de la planète où j'ai pu aller. En fait, voilà, je suis riche de tout ça, en fait. Et c'est ça qui est merveilleux. Donc moi, je retiens beaucoup ça. Puis quand on fait ce genre de sacrifice pour ces événements d'un jour, etc., crois-moi que dans la vie derrière, en fait, on sait mieux saisir les opportunités qui peuvent nous entourer et en profiter et les vivre pleinement. Voilà. Donc le chemin est important et c'est ça qui est bien. Voilà On était très philosophe ce soir quand même, hein, je trouve. Hein. Très très bien. Ça fait du bien. Il faut. Voilà, on donne la parole. On est assez libre à la place du village. Mais merci, en tout cas, merci pour votre invitation. C'est voilà, je trouve que c'est génial. J'adore la place du village et je trouve que c'est génial qu'on ait aussi, tu vois, TV8 Mont Blanc peut être aussi un sujet, tu vois, à part entière, un peu sur tout ça. C'est le patrimoine, c'est l'héritage, c'est d'énormes efforts de tout le monde là-bas pour faire vivre cette chaîne et je trouve qu'il faut absolument pas qu'elle disparaisse, au contraire, la faire évoluer parce qu'elle fait du bien. C'est notre quotidien à nous montagnards. Donc voilà. Merci de cette invitation. Je suis très fier.
Voilà, bah bravo. Merci également aussi à Marc qui a organisé Ouais, alors, cet après-midi. j'ai une petite anecdote avec Johan, c'est que à l'époque, la 8 Mont Blanc, comment il s'appelle, Patrice Mallet m'avait appelé en 2006 à Turin. Tu y étais, Johan. Et il m'avait dit, Marc, ce serait bien que tu sois notre consultant. On a les droits de télé gratuits. Et c'était l'une des Mhm. premières chaînes françaises à l'époque. Hein. Bah, Il je y avait pense pas que les chaînes c'était la nationales. première. Hein. C'était la première, je sais pas si tu te souviens. Et moi, j'étais mais alors stressé, pire que quand je faisais de la compète. Mais j'avais trouvé sympa parce que ça avait été encore une fois la place du village, mais aussi la 8 Mont Blanc, qui avait été la toute première française, avait pris qui était rentrée dedans et on s'était vraiment éclaté, même s'il n'y avait pas les médailles qu'on espérait. J'ai un souvenir incroyable, Johan, parce que je me souviens que tu courais et moi, ça Ouais, ouais. m'était difficile d'assimiler ces handicaps, mais c'était des bons souvenirs qu'il faut quand même parler aussi aujourd'hui. Ouais, et Voilà. c'était non, mais ouais, vraiment, faut être fier de cette chaîne. Et effectivement, c'était la première à diffuser les Jeux paralympiques hein, en direct et tout. J'étais même venu sur les plateaux pour Londres faire consultant aussi parce que c'était ça aussi. C'était un truc de montagnard de nous quoi. On voulait offrir ça aux plus grands gens et j'ai trouvé que cet état d'esprit il était fabuleux. Mais il est Voilà. toujours là, donc c'est parfait. On est toujours là, comme dit. C'est tout à fait. Voilà pour donc c'est ce direct avec Johan. Donc et puis Marc, merci beaucoup Marc pour l'organisation quand même de ce direct entre Megève, Milan, Cortina et ici du côté d'Annecy quand même pour pouvoir diffuser justement ce duplex. Super. Il y a pas Merci de à vous en souci. tout cas, hein, vraiment. Il y a pas de souci. Alors pour la petite histoire, j'ai appelé Johan, qui était à Cortina, qui était sur la remise des prix, la remise des médailles. Et il me dit, il n'y a pas de problème. Du coup, je t'ai renvoyé à toi, Johan, l'organisateur, à Annecy, et tu m'as dit, c'est top. Moi, je suis très heureux qu'aujourd'hui, on ait pu échanger. Et Johan, on va peut-être te rappeler pour analyser les autres résultats qui vont à venir quand même. Hein. Bah écoute, regarde ce que je te disais. Je fais des petites chroniques qui s'appellent Mon Récap. Et on peut faire un Mon Récap sur 8 moments puisque j'essaye de la faire quotidienne. Du coup, sans piquer ta chronique, mais peut-être qu'elle peut s'intégrer. Ah, voilà. Oh oui. Oui. Il n'y a pas de souci pour ça. Merci. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci à vous deux d'avoir été avec nous hein, depuis Milan Cortina pour les Paralympiques, depuis Megève également avec Marc et puis ici du côté d'Annecy, on vous salue et merci beaucoup pour ce duplex. Voilà, santé à Marc. Regardez les gars, moi j'ai préparé la coupe pour arroser pour la médaille d'or d'aujourd'hui quand même. Hein. Eh ben écoute, moi, tu vois, tu fais bien. Je prends vite la poudre d'escampette. Je suis attendu au Club France pour justement fêter cette belle médaille d'or d'Arthur Bochet. Bah voilà, bon, merci, on va Johan, vous laisser. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci. Voilà, merci à vous deux d'avoir été avec nous pour ce 19h glisse de Marc Garcia. Merci Marc également d'avoir organisé tout ça. Puis à la prochaine pour encore donc des bons moments en votre compagnie. Voilà, merci beaucoup à vous deux. Voilà pour donc cette émission du 19h glisse. Merci de nous avoir suivis. Bien entendu, retrouvez cette rubrique dès demain en replay. Elle sera disponible, hein, toute l'intégralité du 19h glisse de Marc Garcia dès demain sur l'ensemble des plateformes de la place du village. Quelle prévision de la météo pour la journée de
demain, on sera mercredi 11 mars 2026 après une journée un peu pluvieuse avec le retour de la pluie sur nos pays de Savoie. Alors quel temps pour la journée de demain? Vous allez voir justement, ce sera à peu près pareil. Regardez nos cartes, on commence par le département de la Haute-Savoie pour demain mercredi avec les pluies qui seront bien présentes. Le ciel restera couvert jusqu'à 13 degrés du côté d'Annecy, 8 degrés du côté de Chamonix-Mont-Blanc, du côté de Rumilly-Annemasse également. La pluie sera encore bien présente sur une bonne partie de la journée. Ce sera plutôt assez couvert du côté de Samoin. Également aussi à Megève jusqu'à 8 degrés avec un petit degré le matin. Les matins vont rester assez frais sur l'ensemble du territoire. Également dans les Aravis, cette fois-ci à Laclusaz et au Grand Bornand, ça sera plutôt assez couvert. Bonneville également, les températures jusqu'à 13 degrés à Bonneville, 7 degrés au Grand Bornand et 8 degrés du côté de Laclusaz. Allez, également aussi du côté de Cluse, temps couvert pour demain, de la pluie sur Seyssel et plutôt assez couvert sur Boëge. Les températures iront de 5 à 11 degrés du côté de Boëge. On passe au département de la Savoie. Le temps sera également pluvieux. Et oui, la pluie sera bien résistante en plaine et notamment sur Aix-les-Bains et Chambéry. Température jusqu'à 14 degrés entre nuages et soleil. Pour Albertville, avec un ciel plutôt que voilé pour demain, jusqu'à 13 degrés pour la journée de demain. Partons cette fois-ci dans la Maurienne. Avec Saint-Jean-de-Maurienne, ce sont entre nuages et soleil, les températures jusqu'à 10 degrés. 13 degrés à Moutier, puis Tignes entre moins 7 et 1 degré, et Praille-Oignon-la-Vanoise entre moins 2 et 7 degrés. Voilà donc une météo qui sera un peu plus clémente quand même du côté de la Maurienne. Puis on termine par Modane, Ugine et Bourg-Saint-Maurice. Ce sera entre nuages et soleil et de jusqu'à 12 degrés pour Ugine et 9 degrés pour Bourg-Saint-Maurice. Allez, demain, on sera le mercredi 11 mars. Nous fêterons les Rosines ainsi que les Rosanna. Le soleil se lèvera à 7h12 pour se coucher à 18h49 et on gagne 4 minutes de soleil. Borodou à la Saint-Euloge voit les jeunes lapins à l'auge. Voilà pour ces prévisions de la météo dans les pays de Savoie, comme chaque soir en direct, et également aussi à retrouver dès demain en replay sur les plateformes de la place du village. Belle soirée à vous tous.